Parce qu'on peut pas tout avoir. Tenez, prenez Banty et moi. Bon, Banty, il est beau gosse, il est intelligent, mais voilà, il a pas de veine. Moi, je suis pas beau, je suis pas très fut-fut, mais alors, qu'est-ce que je suis costaud. Vous voyez ce que je veux dire? Banty et moi, on est amis depuis toujours. C'est-à-dire que ça date pas d'hier, hein. On en a fait des coups ensemble, vous pouvez pas savoir. La force au service de l'intelligence. Et d'autres fois, c'est le contraire. Eh ben, ça a toujours marché. Enfin, tant que la déveine de Banty s'en mêlait pas, parce que... ouais. La dernière fois que je lui ai rendu une petite visite amicale, la poisse s'en était mêlée, oh, pis pas qu'un peu, hein. Oh, bah t'en fais une tête, Banty, que je lui dis à peine entré dans sa piole. Bah, j'aurais pas dû dire ça. Oh là là, le regard qui m'a lancé. Bah, qu'est-ce que t'as, Banty? T'es malade? Que j'insiste bêtement. Il lève la bouteille de gnôle qui tenait entre ses genoux, et il en boit un très très long gorgeon. Un peu le gorgeon du condamné à mort, voyez? Je dois $2000 à Tim Flowers, qui me dit finalement. Poker. Voyez, dans ce cas-là, la seule chose intelligente à dire, c'est « Oh là !»« Tu pourrais me dépanner, Bob ?» qui me demande, sans l'ombre d'un sourire. « Hein? Te dépanner, Banty, avec les $100 qui me restent ?»« Mais $100 est ta vieille Buick, Bob. Ça suffirait largement pour quitter la ville, hein ?» Ben oui, mais... Et moi, Banty? Eh ben, toi, tu viens avec moi, Bob. Tu vas pas me laisser tomber maintenant, n'est-ce pas? J'ai beau être un tout petit peu moins costaud qu'un 30 tonnes, j'ai jamais su dire non, surtout à Banty. Des fois, je pense, voyez, que j'aurais dû être aussi costaud qu'un 30 tonnes. Enfin, on peut pas tout avoir, hein. Et où on va aller, Banty? À la ferme de mon oncle Archie Oakley. Il n'y a plus personne dedans, mais la maison est en bon état à cause de mon cousin Teddy qui va pêcher de temps en temps dans le coin. Allez, Bob, on se tire, vite. Et c'est comme ça, mesdames, messieurs, que je me suis retrouvé dans ma vieille Buick avec Banty au volant, direction le bout du monde. Au bout d'une trentaine de kilomètres, Banty se souvient tout d'un coup qu'il s'est pas nourri depuis quelques jours, à part l'agneau qu'il a ingurgité. Alors on s'arrête au premier resto-route. On fait le plein à la pompe, on se gare, et en avant la cuisine diététique. Quand on ressort une bonne demi-heure plus tard, la bagnole a disparu. La poisse, une fois de plus? Non. Heureusement, non, c'est le gérant de la pompe à essence qui l'a simplement garé sur le côté pour faire un peu de place. La Buick se trouve à l'arrière du bâtiment, à une vingtaine de mètres d'un dancing chicos à $20 le verre, voyez? Luxe et lumière, le genre de coin qui fait penser aux croisières d'avant-guerre. Banty et moi, on pousse un soupir avant de démarrer. Une demi-heure plus tard, je m'endors pour me réveiller 150 kilomètres plus loin. Banty fume une cigarette et fredonne un air indéfinissable et faux. J'écoute un moment en essayant de retrouver la chanson. Je retrouve pas. C'est à ce moment-là que j'entends l'autre bruit. Qu'est-ce que ça peut bien être, ça? Pour pas déranger Banty qui conduit et qui se concentre sur sa conduite, je me concentre moi aussi, mine de rien. On dirait une espèce de ronflement, vous voyez? Ah non, non, pas un truc du moteur, non, ça n'a rien de mécanique, ça vient de l'arrière. Je me retourne discrètement et devinez ce que je vois. Je vous le donne en mille. Une superbe nana qu'on écrase sur la banquette arrière. Mais superbe, la fille. Banty, que je murmure. Banty, tu la connais, la fille qui dort à l'arrière? La fille, quelle fille? Il y a une belle fille qui ronfle à l'arrière. T'entends pas?
Il écoute un instant, tourne la tête, jette un petit coup d'œil, et se gare immédiatement sur le bas-côté. À part les grillons et les ronflements de la belle au bois dormant, silence total dans le coin. Banty, qui c'est cette fille qui prend ma bagnole pour un dortoir? C'est pas le genre de question métaphysique que Banty aime qu'on lui pose. Je sais pas. Bob, réveille-la et fiche-la dehors. D'accord, Banty. Je tends le bras et je secoue la fille. Pas trop fort quand même. Hé, mademoiselle, terminus, tout le monde descend. Oh, qui êtes-vous? Où suis-je? Eh ben, t'es la belle au bois dormant qui s'est gourée d'histoire, vu qu'on n'est pas précisément des princes charmants, mon copain et moi. Qu'est-ce que tu fais là, ma beauté? C'est pas très bien, monsieur. J'étais au Roman Garden, un petit peu éméché. J'ai dû prendre l'air et m'endormir dans votre voiture. Je vois pas comment ça aurait pu se passer autrement. La Roman Garden? La boîte de nuit près de l'autoroute, là-bas? Oui. Eh ben, t'as de la chance, ma beauté. T'es toujours sur l'autoroute, suffit de descendre et de faire demi-tour. Et c'est loin, monsieur? Ah, c'est selon, hein. 150 kilomètres environ. Comment? Vous voulez dire que vous allez me laisser là en plan? Mais vous ne pouvez pas, monsieur. On va se gêner, tiens. Non, écoutez, monsieur. Si vous me ramenez, vous serez payé. Banty, voyez, dès qu'on parle d'argent, il sait dire qu'une chose. Combien? Alors, précisément, il dit, combien? $1000. $1000? Envoyez. Je les ai pas sur moi, monsieur, mais je vous jure que vous les aurez à Kansas City. C'est ça, Kansas City. Ouais, de toute façon, c'est de $3000 que j'ai besoin. Qui répond, Banty. Allez, cale tes volailles. D'accord, les gars. D'accord, $3000. Je n'ai pas le choix, de toute façon. Ça n'a pas d'importance, voyez-vous. Ce n'est pas mon argent, hein, c'est l'argent de mon père. Vous le connaissez peut-être, mon père. Arnold Gottlob. Arnold Gottlob? Un grossium de l'industrie pharmaceutique, milliardaire en dollars. Banty regarde longuement la fille et dresse l'inventaire en professionnel qu'il est. Moi, je commence à la croire, la fille, parce que la robe qu'elle porte, elle va bien chercher dans les 500 ou 600 dollars. Hein. Et puis le bracelet qui brille à son poignet, sûr que c'est des diamants, des vrais et des gros. Banty passe la main droite à l'intérieur de sa veste. Tu fumes trop, Banty? Ah non, c'est pas ses clopes qui cherchent Banty là. C'est son calibre 38 qui braque sur la fille. Tu t'appelles Félicia Gottlob, c'est ça? La fille hoche la tête. J'ai comme qui dirait le sentiment que tu vas faire un peu de route avec nous, ma belle. Qui dit Banty en souriant de toutes ses dents. La carte du ciel de Banty donnait comme signe Moïse, ascendance Koumoun. Est-ce que la chance tournerait enfin? Mais c'est un enlèvement. Qu'elle nous fait? Du calme, ma beauté. Qui fait Banty? Si t'étais pas sorti complètement rétamé de ce dancing pour t'endormir au fond de notre bagnole, tu serais chez papa alors qu'il est. Compris? Bon, alors maintenant, ça suffit. Bob, tu la surveilles. Tu me dis en me tendant son revolver avant de redémarrer. Un petit peu avant minuit, on se gare près de la cabane de l'oncle à Banty, en plein bled. L'a pas menti, Banty, quand il a dit que c'était confortable la baraque. Parce que, à part l'eau courante, l'électricité et le téléphone, il y a tout ce qu'il faut. Vous voyez, comme au temps du Far West, quoi. Moi, je dois reconnaître que la fille Gottlob, elle a quand même du cran. Elle a plus pipé un mot depuis qu'elle s'est rendue compte de ce qui se passait. Même que depuis qu'on est arrivé, elle affiche un petit sourire à vous taper sur les nerfs.
Banti l'a conduit dans la chambre, lui dit de se coucher sur le lit et lui ligote les pieds et les mains au montant du plumard. « Bob, va chercher de l'eau à la source et fais-nous du café pendant que je réfléchis. » Je vous l'ai dit, hein. Banti, c'est le cerveau de notre association. 3 quarts d'heure plus tard, la gamberge de Banti se résume à ceci. Un saut cette nuit même à Kansas City, un coup de téléphone demain dans la matinée et $1 million après-demain au plus tard. Tu crois pas que tu devrais un peu te reposer, Banti? Que je lui fais. Dans 3 jours, Bob, dans 3 jours, on se reposera sur $1 demi-million chacun. Évidemment, l'argument tient, on peut pas dire le contraire, hein. Et puis, il faut taper sur le fer quand il est chaud, n'est-ce pas? Comme on dit. Eh, Banti, comment tu vas t'y prendre avec le vieux Gotlot? Tracasse-toi pas, Bob. Il paiera. Tracasse-toi pas, fais-moi confiance. La chance a tourné, Bob. On dirait bien, Banti. On dirait bien. Dis-moi, quand tu reviendras de Kansas City, qu'est-ce qu'on fera de la môme? On la laissera ici, Bob. Et nous, on filera en direction du sud. La laisser ici, Banti? Enfin, je veux dire, tout le temps? Ligoter? Mais non, Bob! Dis-moi, tu serais pas un peu amoureux de la pauvre chérie, des fois? T'inquiète. Le temps de prendre de l'avance et on téléphonera aux flics pour qu'ils viennent la délivrer. D'accord, Banti, ouais. Et quand tu seras de retour, Banti? T'inquiète pas, Bob. Je vais me dépêcher. 48 heures maximum. Bon, il faut que j'y aille maintenant. Bob, fais gaffe à la fille, hein? Elle est maligne. Ouais, compte sur moi, Banti, compte sur moi, mon grand. Ma vieille Buick démarre. À l'est, le jour commence à se lever. Vous voyez, je sais pas pourquoi, mais je me dis que j'aurais mieux fait de pas rendre de visite amicale à la Banti cet après-midi. Ouais. Pour passer le temps, je fais l'inventaire des provisions de bord. De la farine, du lait concentré, des conserves, des fruits secs. Et... Tiens, et si je faisais des crêpes? Vers 7 heures, j'ouvre la porte de la chambre. La môme Félicia est réveillée. Qu'est-ce qu'elle est belle, même au réveil. Et tout ce que je trouve à lui dire, moi, c'est... j'ai fait des crêpes et du café. T'en veux? Oui, qu'elle me dit. Je mets le tout sur un plateau et je la porte dans la chambre. Ah, et là, il y a un problème, là. Comment elle va s'y prendre pour manger, vu qu'elle est attachée? Si t'es sage, ma beauté, eh ben, je te détache et tu pourras manger dans la cuisine. Et elle me dit qu'elle sera sage. Alors, moi, je défais ses liens, et elle se frotte les chevilles et les poignets avant d'aller dans la cuisine. Banti, il avait vraiment serré les liens. Ses articulations sont toutes rouges, toutes gonflées. Pauvre gosse. J'en oublierais presque le demi-million de dollars. Enfin, presque, hein. Faut pas exagérer quand même. En tout cas, ça lui a pas du tout coupé l'appétit. À moins que mes crêpes ne soient meilleures que je le pensais. Son petit déj terminé, elle se lève. Attention, minute papillon que je fais en sortant le 38 de Banti. Faut pas se lever brusquement sans prévenir, ma belle. Je pourrais avoir de mauvais réflexes, hein. Hein? Pourquoi tu me regardes comme ça, ma beauté? Dites-moi, Bob, ce Banti, vous croyez vraiment qu'il va réussir son coup? Ah ben, comment il va réussir son coup? Il est malin, Banti. Un conseil, Bob. Fuyez tant qu'il est encore temps. Bon, écoute-moi, ma beauté, maintenant tu te tais ou je te rattache sur le lit. C'est compris? Elle hausse les épaules et elle s'empare de quelques vieux magazines, puis elle va s'étendre dans la chambre, sur le lit. La journée, la longue journée commence. Vers 4-5 heures de l'après-midi, elle me dit qu'elle a faim. Eh ben, il y a des boîtes de cornets de bif, que je lui dis en lui montrant l'étagère. Moi, j'ai pas faim.
C'est rare que j'ai pas faim, mais là, en ce moment, je flippe trop. Mais bon sang, mais qu'est-ce qui fiche, Banty? Je sais, il a dit 48 heures, mais n'empêche, c'est long, hein? Qu'elle me dit en vidant une boîte dans la poêle à frire. Bah, 48 heures, il a dit, Banty, hein? Vous croyez, Bob? À mon avis, vous attendrez beaucoup moins. Oui? Voulez-vous parier qu'à 7 heures, les flics seront là? Ah, c'est blague! Tu crois que ton père, il va risquer ta vie en appelant les flics? Et là, elle se contente d'éclater de rire. Elle m'énerve. Mais qu'est-ce qu'elle m'énerve? Un conseil, Bob. Partez tant qu'il en est encore temps. Écoutez-moi, mon petit Bob. Je vais vous dire la vérité. La police va pincer votre Banty au moment où il prendra la rançon. Pour une raison toute simple, Bob. Félicia Gottlob, elle est chez elle. Une jambe dans le plâtre. Qu'est-ce que tu me racontes? Hein? Et toi, alors? Qui t'es, toi? Moi, je m'appelle Amanda Swanson. Je suis la femme de chambre de Félicia Gottlob. Félicia m'aime beaucoup. Elle est très gentille avec moi. Elle me prête ses robes, ses bijoux quand je sors le soir. Quand votre Banty m'a menacé de me laisser en plan sur l'autoroute, j'ai eu peur, alors j'ai bluffé. Quand il a décidé de m'enlever, je savais qu'il se ferait prendre. Vous, c'est pas pareil. Vous, disons que je vous trouve sympa. Tu mens. Je suis sûr que tu mens, ma belle. Non, Bob, pas maintenant. C'est hier soir que j'ai menti. Mais qu'est-ce qui prouve que t'es pas encore en train de me mentir, là, hein? C'est vrai, Bob. Qu'est-ce qu'il prouve? Rien. Remarquez, Bob, si vous avez la patience d'attendre encore un peu... D'attendre quoi? Les flics, c'est ça? Exactement, Bob. D'attendre les flics. Voyez, monsieur, dame, je sais pas pourquoi, mais je l'ai cru, la fille. J'ai parti illico sans me retourner, et j'ai marché toute la nuit, toute la nuit. Une quinzaine de jours plus tard, j'ai appris la mort de Banty. Ah non, 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 c'est pas ce que vous croyez, non, non. Non, il n'a pas été descendu par les flics, non, non. Pas descendu par les flics au moment où il touchait la rançon. Il n'a pas touché la rançon, pour la bonne raison qu'il n'est jamais arrivé à Kansas City, qu'il n'a jamais rencontré le père de Félicia Gottlob, non. Il a raté un virage à 15 bornes d'ici, et il a emplafonné un arbre. Il est mort sur le coup. Il avait vraiment pas de chance, mon copain Banty, hein? Vraiment pas de chance. C'est ce que je vous disais, on peut pas tout avoir. Bien sûr, je vais tout vous raconter. Mais vous allez vite vous rendre compte que c'est une histoire de fou. Frankie James était un des meilleurs associés que j'ai jamais eus. Notre tandem avait réussi plusieurs coups intéressants, des banques de banlieue pour la plupart. Une sacoche contenant 500 000 $ était cachée dans l'armoire de notre chambre d'hôtel. Pourtant, Frankie venait de me dire qu'il voulait arrêter. « Tu veux faire quoi, Frankie ?»« J'ai décidé de me ranger, Lou. J'abandonne. »« Mais pourquoi, Frankie? En ce moment, ça marche du tonnerre. »« Mais le dernier coup a été plutôt difficile, non? » Oui, c'est vrai que sur ce point, j'avais rien à dire. Alors qu'on mettait les voiles, juste après notre dernier casse, en emportant 500 000 $, un shérif adjoint nous avait interceptés
On avait fini par s'en débarrasser après une course-poursuite mémorable et finalement, la voiture de l'adjoint avait fini dans un fossé. On avait alors filé à plein gaz jusqu'à ce trou perdu de Madison Springs, à environ 200 kilomètres où on comptait se tenir peinard pendant quelques jours. Ah, tu le sais, Francky, on a déjà réussi des coups de justesse, hein? Ouais, je m'en souviens, Lou. Mais tu vois, il y a autre chose. Ce patelin dans lequel on a atterri, Madison Springs, eh ben, il me plaît. Il est tranquille, reposant. Ici, un gars peut se retirer et vivre en paix. Mais tout ça, c'est de la foutaise, Francky. Ici, c'est peut-être tranquille, mais c'est ennuyeux comme la pluie. Avant peu, t'auras envie de faire ta valise, c'est moi qui te le dis. Non, pas nécessairement, Lou. Pas si j'avais quelque chose pour m'occuper. Et là, il me cracha le morceau. Le propriétaire de l'unique débit de tabac était à la veille de prendre sa retraite pour aller vivre en Arizona. Francky, qui avait discuté avec lui, était prêt à acheter le fonds au prix de 250 000 $, c'est-à-dire la moitié de ce qu'on venait de faucher. Je vous ai dit que c'était une histoire de dingue. Francky, braqueur professionnel, dans la peau d'un petit bourgeois. De quoi se marrer. Mais Francky, il n'était pas de cet avis. Je vais sauter le pas, mon vieux loup. Ouais. Il y a 2 autres concurrents sur les rangs pour le bureau de tabac. Et je dois faire vite. Mais enfin, c'est pas possible, Francky. Sans parler des autres raisons, tu connais strictement rien à l'exploitation d'un débit de tabac. J'apprendrai, Lou. J'apprendrai. Bien entendu, notre discussion n'en resta pas là. Pendant plus de 3 heures, on se battit à coups d'arguments pour ou contre son projet loufoque. Je lui ai fait même remarquer qu'il nous serait très facile de gonfler nos 500 000 $ en braquant la banque locale avant de quitter le patelin. Ce serait une affaire en or, Francky. J'ai tout vérifié. Aucun système d'alarme, pas de télévision de surveillance et un gardien centenaire. Te fatigue pas, Lou, te fatigue pas. De toute façon, ma décision est prise. Il n'y avait rien à faire. Il était têtu comme une bourrique. Quand on s'arrêta de parler, enfin, vers 2 heures du matin, je compris que j'avais perdu la partie. C'était décevant parce que, qui sait jusqu'où on aurait pu aller si on avait continué notre tandem. Du fric à la pelle, de chouettes filles, des endroits où on s'amuse comme Las Vegas. Couché dans l'obscurité sans pouvoir fermer l'œil, avec les ronflements de Francky en fond sonore, je me sentais de plus en plus abattu. Et tout à coup, un déclic se fit dans ma tête, et mon état dépressif disparut comme par enchantement. Une idée m'était venue. Pendant que je la retournais dans tous les sens, mon idée, mon cœur se mit à battre la chamade. Au bout de quelques minutes, je me glissai hors de mon lit. Je m'habillai en silence, je retirai la sacoche pleine de fric du placard, et je griffonnai dans la pénombre un billet que je laissai sur la table en y joignant 5 000 $. Puis, sans bruit, je descendis l'escalier de service de l'hôtel, montai dans notre vieille bagnole rangée à l'arrière du bâtiment et démarrai. 1 heure plus tard, Madison Springs était déjà loin derrière moi. Tout en conduisant, je réfléchis à mon plan. Ma petite sœur travaillait de nuit comme serveuse dans un bar de Capital City. 5 heures de route et j'y serais. Lisa n'appréciait pas mon genre de vie, mais elle avait depuis longtemps renoncé à me corriger. À vrai dire, elle n'aimait pas non plus son travail, qui l'obligeait parfois à servir des types aux regards sournois et aux mains baladeuses. Malgré tout, elle conservait son job.
Je lui envoyais 1000 $ chaque fois que je le pouvais. Cette fois-ci, j'avais bien l'intention de rester tranquille pendant une quinzaine de jours, et je savais bien que Lisa accepterait de m'héberger. Dès qu'elle me vit, Lisa me sauta au cou, m'embrassa affectueusement et s'écria « Lou, en voilà une bonne surprise !» On s'était pas vu depuis 1 an, et je la trouvais ravissante, avec ses cheveux châtains aux reflets dorés, ses yeux d'un gris léger et sa taille fine. « Salut, petite sœur, ça me fait plaisir de te retrouver. Tout va bien? »« Pouf, comme d'habitude, Lou. Et toi, t'as pas d'ennui, j'espère? » »« Non, pas loin du monde, Lisa, non. Mais je voudrais bien habiter chez toi quelque temps. » Malgré mon ton rassurant, mon arrivée imprévue l'inquiétait un peu, la petite sœur. Je lui racontai donc toute l'histoire. Et je conclus, dans la lettre que j'ai laissée à Frankie, je lui ai demandé de me rejoindre et de retrouver ainsi tout le fric dans 2 semaines. Je lui ai donné rendez-vous dans un motel qu'on a déjà fréquenté. D'ici là, le propriétaire du débit de tabac aura vendu son fonds à quelqu'un d'autre. Paraît qu'il y a 2 ou 3 types qui sont intéressés. Et comme j'ai laissé Frankie à peu près sans argent, il n'aura pas le choix, hein. Et quand il s'amènera, on pourra reprendre le boulot ensemble, comme avant. Lisa fronçait les sourcils. Elle connaissait pas Frankie, mais elle me désapprouvait, c'était visible. « Lou, c'est un sale tour que t'as joué à ton ami Frankie. »« Mais je pouvais pas faire autrement, Lisa. On forme un superbe tandem, lui et moi. »« Lou, je suis très contente de t'avoir ici, tu le sais bien. Mais ça pose 2 problèmes. D'abord, tout cet argent. Tu feras bien de louer un coffre. Le voisinage est pas sûr et il y a plein de cambriolages en ce moment. »« Ça, c'est une bonne idée, Lisa. Très bonne idée. Et ensuite? » Lisa me montra un petit sac de voyage posé près de la porte. « Ben, ensuite, Lou, voilà, je vais prendre 2 semaines de congé en compagnie d'une amie. Il faudra que tu manges au restaurant ou que tu achètes des provisions pour te faire la cuisine. Tu vois, j'ai rendez-vous à 9 h à l'arrêt du bus. Je peux même pas préparer ton petit déjeuner. J'ai vidé le frigo hier soir. »« Ah, t'inquiète pas pour moi, petite sœur. Je vais te dire ce que je vais faire. D'abord, je vais te conduire jusqu'au bus. Ensuite, je m'arrêterai pour prendre mon petit déjeuner, et puis j'achèterai de quoi manger pour ce midi et ce soir. Et puis je reviendrai ici pour prendre mon argent que j'irai déposer dans une banque. À propos, où se trouve la banque la plus proche? » Tout se passa comme prévu, à une exception près. De quoi vraiment perdre les pédales. Parce qu'à mon retour chez ma frangine, environ 1 heure après, je trouvais la fenêtre de la cuisine brisée et le petit logement mis à sac. Évidemment, la sacoche contenant les 500 000 $ avait disparu. J'étais furieux. Je piquais une crise de nerfs. Je lançais des coups de pied dans les meubles, puis je les remettais en place et je recommençais à taper dessus. Finalement, je me calmais. J'avais agi comme un imbécile et je récoltais ce que je méritais. J'aurais jamais dû lâcher ma sacoche. Lisa m'avait prévenu, les fric-frac étaient fréquents dans le secteur. À présent, que me restait-il à faire? Pour commencer, je passerai 2 semaines tranquilles, seul chez ma sœur. Il me restait suffisamment d'argent de poche pour m'en tirer. Après, quand j'aurais revu Frankie, les choses reprendraient leur cours normal. On réussirait rapidement des coups qui nous rapporteraient gros. En fait, je tenais toujours à notre rendez-vous au motel. J'espérais bien que Frankie viendrait. Sûr, il avait dû être furieux en s'apercevant que je m'étais taillé, d'autant plus qu'il ignorait où il pourrait me retrouver. Mais il avait dû comprendre mes raisons. Je passais mon temps à flémarder dans le logement de Lisa et je réparais la fenêtre de la cuisine. La veille du jour fixé pour le rendez-vous au motel,
Je laissais un petit mot de remerciement pour ma petite sœur. Je confiais la clé à une voisine et je me mis en route. À franchement parler, l'idée de revoir Frankie ne me réjouissait pas. Malgré ce que je viens de dire, j'étais sûr qu'il serait fou de rage, surtout quand il apprendrait qu'on m'avait volé le magot. Pourtant, j'espérais bien pouvoir le calmer et arriver à nous réconcilier. C'était vraiment pas la peine que je me tracasse. Frankie n'était pas au rendez-vous. J'attendis 3 jours, pensant qu'il avait peut-être été retardé par un problème de transport, étant donné que j'avais pris la bagnole. Mais en y réfléchissant bien, cette supposition ne tenait pas, parce qu'il pouvait louer une voiture ou faire le trajet en autocar. Je pris finalement le parti de quitter le motel. Frankie ne pouvait pas être resté à Madison Springs. C'était invraisemblable. Mais il avait très bien pu laisser échapper quelques paroles en discutant avec le bonhomme du débit de tabac, par exemple, qui pourrait me renseigner sur la destination qu'il avait prise. Donc, au bout de 3 jours, je repartis vers Madison Springs. À mon arrivée, je constatais avec stupeur que Frankie était toujours dans le patelin. Mieux encore, je le trouvais debout devant le débit de tabac. Quand il me vit arriver, son accueil fut loin d'être menaçant, bien au contraire. « Ah, salut, Lou !»« Salut, Frankie. »« Je t'attendais, figure-toi. Mais je devrais plutôt dire, nous t'attendions, le nouveau propriétaire et moi. Entre nous, Lou, je vais te présenter. » Vous avez déjà deviné, non? Le nouveau propriétaire n'était autre que ma petite sœur, Lisa. Bouche bée, je la regardais, toujours charmante et belle, derrière le comptoir. Tout à coup, les pièces du puzzle s'assemblèrent dans mon esprit. M'efforçant de sourire à mon tour, je demandai à ma frangine, « T'allais vraiment partir en vacances, Lisa? »« Oui, Lou. J'allais vraiment partir en vacances avec ma copine. Enfin, jusqu'à ce que tu arrives et que tu me racontes toute l'histoire. Alors, brusquement, j'ai eu une bien meilleure idée. » En effet, sous l'inspiration du moment, il lui était apparu le moyen de s'évader de sa vie médiocre. En me disant que le voisinage n'était pas sûr, qu'il y avait plein de cambriolages, elle avait posé les premiers jalons de son plan. Et voilà comment les choses se sont passées. Après que je l'ai eu déposé à la station d'autobus, pendant que j'étais occupé à déjeuner et à acheter des provisions, Lisa était revenue en toute hâte à son appartement et y était entrée avec son double de clés. Là, elle avait simulé un cambriolage et, prenant la sacoche, elle était revenue aussi vite que possible à Madison Springs, où elle avait conclu l'achat du débit de tabac. Frankie m'avoua, « Tu sais, Lou, au début, j'étais fou de colère, mais maintenant, tout est pour le mieux. Hein? La moitié du fric qui te revient est toujours là. Sans rancune, Lou. » Tu parles, sans rancune. C'est une histoire de fou, je vous l'ai dit. Lisa et Frankie font d'excellentes affaires et vont se marier le mois prochain. Après tout, Frankie a peut-être eu une bonne idée. Je pourrais bien, moi aussi, être tenté de me ranger quand je serai libéré. Évidemment, j'ai encore pas mal d'années à passer en prison. J'ai donc tout le temps de réfléchir au sans rancune de Frankie. Comme il me connaissait bien, il savait que je pourrais pas résister à essayer d'augmenter mon petit capital en attaquant la banque voisine. Alors, pour pas avoir d'ennui, en bon petit bourgeois qu'il est devenu,
Il a prévenu le vieux gardien de la banque pour qu'il ouvre l'œil et le bon. Ce qu'il a fait. Et voilà. J'en ai pris pour 10 ans. Sans rancune, Francky.